On est dans le siècle où tout est possible et dans le siècle où on n'a pas non plus le droit de se tromper. Il n'y aura pas de transition sans épanouissement humain. Bienvenue sur Sismic, le podcast qui explore les futurs à partir de ce qui bouge aujourd'hui. Jean-Pierre Gou a d'abord été mathématicien, puis économiste, avant de rapidement s'intéresser de près à la problématique écologique qu'il considère comme étant le plus grand défi du XXIe siècle. Il est aujourd'hui directeur général adjoint de PowerNext, spécialiste des questions énergétiques, et travaille depuis des années sur l'idée que pour construire un avenir durable, il faut avant tout changer les consciences. Cela l'a amené à écrire un roman, à collaborer avec la NASA, et il continue plus que jamais de travailler à l'invention d'un récit positif et inspirant pour notre avenir. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Julien. Bienvenue dans Sismic. On parle du futur, des futurs possibles, de ce qui émerge, de ce qui disparaît aussi, de ce qui bouge, des signaux faibles dont on ne parle pas forcément beaucoup, des défis à relever. On parle des enjeux écologiques, des innovations technologiques, bref, de tout ce qu'il faut avoir en tête pour avoir une idée un peu plus claire de ce qui va avoir un impact sur nos vies, nos organisations et le monde en général dans les prochaines années. Voilà, c'est un peu le pitch du podcast pour le rappeler. Donc je suis super content de passer cette heure à venir avec toi parce que justement on va pouvoir parler de plein de choses en même temps. Et je dis ça parce que tu as réfléchi à tous les thèmes que je viens d'évoquer et plus encore, et que tu touches un peu à tout et de plein de manières différentes, avec pour but de comprendre à quoi demain pourrait ressembler et surtout comment agir pour que ce demain soit un endroit sympa où vivre. Exactement, ouais, c'est exactement ce qui m'anime. Donc on va revenir justement sur ton parcours et on va se donner le temps de discuter de ta vision des choses. Mais pour commencer, j'aimerais savoir depuis quand en fait t'as commencé à t'intéresser à ces sujets-là, à penser l'avenir et ses enjeux, et s'il y a eu un déclic ou si c'est venu petit à petit. Le déclic, il remonte certainement à l'enfance. Et quand j'étais petit, j'étais un enfant, on va dire très heureux mais angoissé, quoi. Et angoissé quand je voyais des choses qui pouvaient faire basculer le monde d'un climat de paix à un climat de guerre, et ou une innovation technologique qui pouvait avoir un impact dramatique sur l'humanité. Je me rappelle quand j'étais petit, j'avais vu l'émission Temps X des frères Bogdanov où ils disaient qu'on avait retrouvé un mammouth gelé, qu'on allait peut-être le ramener à la vie avec son ADN, et ça m'a fait très peur, quoi. Et j'ai toujours eu peur, non pas peur des choses, mais peur que les choses viennent remettre en cause la quiétude du monde dans lequel je vivais, quoi. Et j'ai toujours eu du coup senti dans des petites choses en émergence le risque, mais aussi du coup je sentis dans les petites choses en émergence la potentialité de solution, parce que j'ai toujours le pressentiment que s'il y a des dangers, faut les tuer le plus tôt possible, et s'il y a des petites pousses qui émergent, il faut les aider toutes jeunes, parce que c'est là où elles peuvent mourir. Donc voilà, je pense que c'est à l'enfance du Petit Prince. Ouais, c'est ça, le Petit Prince, il est pas capable de distinguer au départ qu'est-ce qui est une rose, donc quelque chose qu'il faut protéger, ou qu'est-ce qui est un baobab. Au départ, l'un ressemble à l'autre, mais il faut assez vite utiliser son discernement, et je pense que c'est vraiment une des valeurs dont on a besoin le plus au XXIe siècle, et qu'il faut mettre au cœur de l'éducation de nos enfants, exercer cette faculté de discernement, parce qu'au départ on sait pas qu'est-ce qui peut être bon ou mauvais. Même on peut débattre longtemps de qu'est-ce qui est bon ou mauvais aussi, c'est un débat plus large, mais en tout cas ce qui est important, c'est la capacité d'observation, d'analyse et de discernement, et le Petit Prince l'avait bien perçu, comme beaucoup de choses. Justement, on va parler pas mal du XXIe siècle. On peut attaquer directement là-dessus. Quels sont les grands enjeux de notre temps selon toi? Enfin, comment tu te projettes dans le futur si on se base sur les tendances actuelles? Si on regarde le futur, clairement le grand enjeu, c'est que l'homme parvienne à une forme de maturité, quoi, parce que c'est une créature qui reste dans son comportement extrêmement proche des comportements primitifs qu'on avait à la préhistoire, et qui n'a pas maîtrisé sa démographie, et le fait d'avoir des gens pseudo-civilisés qui vivent à 7 milliards sur une planète, en fait, l'empreinte, elle est majeure. Et donc, quand on regarde nos règles de comportement, notre conditionnement à un système qui nous fait
justement pas exercer notre faculté de discernement et la taille de notre population. Il faut un changement radical dans notre organisation. Et donc c'est ça qu'il faudrait accomplir dans ce siècle. Moi, dans mes romans, j'appelle ça le siècle bleu parce que c'est le siècle dans lequel si on réussit cette grande transition, c'est-à-dire de vivre en harmonie entre nous, avec plus d'égalité, plus de partage, plus de respect et avec la nature, si on réussit ça, les générations futures seront très fières des générations qui ont vécu dans ce siècle. Et elles pourront le baptiser le siècle bleu, c'est-à-dire celui où l'homme est arrivé à vivre en harmonie avec la terre, Gaïa, qui est bleue. Et je crois que si on réfléchit au fait qu'on vit dans un siècle bleu, ça peut nous donner beaucoup de force et beaucoup de joie, en fait, quand on se lève le matin, de se dire waouh, on est dans le siècle où tout est possible. Et dans le siècle où on n'a pas non plus le droit de se tromper, mais où on peut essayer et plutôt que de se plaindre des problèmes que l'on a, ben voilà, moi je sais que je suis souvent content d'avoir des problèmes à résoudre parce que voilà, c'est une responsabilité et si on est problem solving, enfin dans notre mentalité, il y a la place à plein d'exercices intellectuels et donc le grand enjeu pour moi c'est l'harmonie entre les humains. Donc ça nécessite de revoir un peu le fonctionnement du système économique et puis l'harmonie avec la nature qui nécessite aussi de revoir le système économique pour que ce soit durable. Voilà, pour que ça soit durable et qu'on soit pas dans une logique de consommation extractile et qu'on soit dans davantage de circularité et non pas de linéarité dans notre rapport à la planète. Il y a pas mal de gens justement que je vais avoir dans ce podcast et qu'on a déjà eu qui vont parler de ces différentes limites. Les gens commencent à être un peu à peu près d'accord sur le diagnostic. Une de tes casquettes et de tes spécialités, c'est l'énergie. Ouais. Donc je pense que c'est un point intéressant aussi à aborder puisque tu es donc DG de Power Next et ça fait 20 ans que tu travailles dans ce secteur. Ouais, ça fait 20 ans que je travaille dans le secteur de l'énergie. En fait, le secteur de l'énergie, c'est... Pourquoi c'est un secteur qui t'intéresse depuis c'est un secteur qui m'intéresse parce que quand on regarde la raison qui fait que la planète est en surchauffe et que l'humanité est en surchauffe, derrière on trouve l'énergie. C'est-à-dire que l'énergie c'est pas forcément la cause, mais ça a été le facteur d'accélération. On va dire la population humaine a beaucoup cru avant la découverte, on va dire, des énergies fossiles, mais toujours avec la faculté de se chauffer, la découverte du feu, l'exploitation du bois. Donc l'énergie au départ avait été quelque chose de très important. Et quand on a découvert, moi j'appelle ça le soleil ancestral, c'est-à-dire un soleil enfoui qui est lié à la décomposition des plantes et des animaux il y a des millions d'années qui ont emmagasiné du soleil. Donc c'est le gaz, c'est le charbon, c'est le pétrole. En fait, quand on a trouvé ces énergies fossiles, c'est comme si on avait trouvé un deuxième soleil enfoui, qu'on l'a extrait et que ce soleil qui a mis des centaines de milliers d'années, centaines de millions d'années à se constituer, en 200 ans, en gros, on va l'exploiter. Et ça nous a donné une force absolument fantastique. Cette force, elle a amené à des grands progrès. Enfin, après, on pourra relativiser ce qu'est le progrès, mais dans la médecine, l'allongement de la vie, et puis sur le confort, sur le fait d'être pas toujours exposé aux vicissitudes toute la modernité, du climat, de la modernité. Donc ça amène un certain nombre de choses, mais ça s'est fait au détriment de la planète avec une capacité d'extraction, de transformation et d'expansion en fait des écosystèmes urbains au dépit des écosystèmes sauvages qui ont amené à une chute dramatique de la biodiversité et la pollution, l'effet de serre, enfin tout ce que l'on sait. Et l'énergie, c'est ce qui crée ce facteur de surchauffe. C'est-à-dire que si on réduisait demain la capacité énergétique à disposition de chaque humain, je sais plus qui disait ça, mais il y a un auteur qui disait que on a l'équivalent de plusieurs centaines d'esclaves à notre disposition. C'est absolument gigantesque. Et on s'en rend même pas compte qu'on a autant d'énergie à notre disposition. Et si on réduisait ça, en fait, assez mécaniquement, on en reviendrait à une forme de sobriété heureuse que prônent des gens comme Morabi. Donc pour moi, l'enjeu, c'est pas tellement... Enfin, il y a un enjeu de transition énergétique pour plus utiliser les énergies fossiles pour deux raisons. Une, bon, c'est l'effet de serre, mais c'est pas la principale. La deuxième, c'est que elles vont venir à manquer un jour et que là, il va y avoir des guerres absolument atroces si on trouve pas quelque chose de plus local et de plus pérenne au niveau local, parce qu'on va s'arracher. Et ces choses-là pourraient arriver bien plus vite qu'on le pense, même si on a découvert... des shale gaz ou d'autres choses, mais la finitude de ces ressources demeure. On a de la finitude dans des métaux aussi qui pourraient arriver même avant ça. Et il faut sortir de ça avant
Et donc ce que je voulais dire, voilà, la transition hors du fossile est nécessaire, mais la vraie transition, c'est les économies d'énergie. Parce que si demain on imaginait un système qui marchait uniquement au solaire, même s'il était biodégradable, etc., on garderait la même faculté de transformation, d'extraction, et on continuerait à détruire la Terre. Et donc la question, c'est d'arriver à vivre avec moins d'énergie, ou en tout cas utiliser l'énergie plus à des fins extractiles. Et donc c'est changer les usages de l'énergie de façon à ce qu'il touche plus la Terre et qu'on la préserve. Mais ça nécessite une prise en compte des limites et une conscience des limites qui. Du coup, pour parler des limites, qu'est-ce qu'on ne voit pas venir en fait? Qu'est-ce qui est difficile de comprendre? Parce que le pic pétrolier, par exemple, c'est plutôt simple a priori à comprendre, mais pourtant on a beaucoup de mal à se dire que ça arrive, que dans peu de temps, ça se trouve, le pétrole ne sera plus là partout, accessible à tous. Est-ce que tu peux nous parler par exemple de ces limites, de quand elles arrivent? Sur le pétrole, c'est exactement ça. C'est-à-dire que si on regarde la capacité totale de pétrole, selon les calculs, il y en a qui vous disent c'est entre 20 ans et 50 ans, ou un peu plus selon certaines réserves. Mais on va assez vite toucher au fait que certains pays vont garder leur pétrole pour eux. Donc, il y en aura plus pour tout le monde. Aujourd'hui, il y en a pour tout le monde. Les marchés fonctionnent. Vous voulez du pétrole, tout le monde peut l'acheter. S'il y en a qui a beaucoup plus besoin que les autres, il pourra l'acheter un peu plus cher, mais tout le monde peut en avoir. Et il y a un moment où les États vont faire des espèces de consortiums entre eux, enfin des fédérations qui garderont leur pétrole. Et il y aura des États sans pétrole et des États avec pétrole. Et là, ça sera très compliqué. S'ils n'ont pas fait de transition, ils vont régresser et se retrouver dans un état de dépendance technologique au pétrole qui fait qu'ils vont vivre des effondrements. Donc on aura des successions d'effondrements, donc par îlot, c'est ça qui risque de se passer. Et ça, on l'a sur les énergies fossiles. Alors le charbon, c'est plus lointain. Le charbon, il faut le supprimer pour d'autres raisons qui sont la santé, on va dire pulmonaire des populations. Mais on a des thresholds assez clairs sur les métaux. Et celle-là, elle pourra arriver assez vite, et les métaux sont pas tous se substituent pas les uns les autres dans leurs usages. Il y a un livre qui est vraiment remarquable à lire là-dessus, c'est L'âge des low-tech de Philippe Biwix. Et puis également là, un livre sur le biomimétisme de Gauthier Chapelle qui est sorti l'année dernière, dans lequel ils expriment vraiment bien la nécessité de ne plus dépendre de ce qui est minier, quoi. Je veux dire, même au-delà du fossile, dans l'organisation de nos sociétés, si on fait une transition, faut qu'elle soit pas juste pour en faire une deuxième derrière, faut qu'elle soit vraiment durable. Et le vraiment durable, ça nécessite une exigence qu'aujourd'hui on n'a pas encore dans ce qu'on utilise comme solution. Surtout en Europe où on n'a absolument aucune richesse minière et énergétique. Alors l'Europe, oui, effectivement, il y a il y a quelques encore un peu de charbon. Voilà, on a du charbon, on peut encore faire quelque chose, mais on a beaucoup utilisé notre sous-sol, donc on est très dépendant, et c'est un des impensés stratégiques de l'Union européenne. Aujourd'hui, il n'y a pas de pensée stratégique sur notre dépendance avec ça. Ça avait drainé, en fait, induit des politiques étrangères des différents États, mais là, il n'y a pas de politique étrangère de toute façon de l'Union européenne, et il n'y a pas de politique étrangère qui est autour de ça. Et quand on voit à l'autre extrême, par exemple la Chine, avec son One Belt One Road, où ils essayent de connecter en fait via des pays amis une route de la soie, mais qui acheminerait toutes sortes de denrées et de minerais et de sources d'énergie vers la Chine pour leur permettre ils sont beaucoup plus conscients de la nécessité d'accéder à ces ressources. Et il y a une forme de conscience aussi d'une nécessité de changer, mais la Chine est très énergivore, très métallovore, très agricovore, c'est le ventre du monde. Mais l'Europe est si on met tous les pays les uns avec les autres, c'est un énorme centre de concentration, mais postule on a délocalisé aussi pas mal de nos besoins en Chine, c'est aussi pour ça que c'est exactement. Pour rester sur les énergies, quelles sont les solutions viables à grande échelle? Enfin, est-ce qu'il y en a, ou est-ce qu'on va devoir, pendant combien de temps on va pouvoir maintenir nos modes de vie, et sinon? Alors, sur l'énergie, aujourd'hui, les deux grandes voies qui sont explorées, c'est le solaire et l'éolien. Donc, il y a d'autres énergies, la géothermie, des énergies sous-marines qui peuvent être intéressantes. Et là, il faut vraiment arriver à bâtir des choses qui soient peu dépendantes des métaux. Et pour l'instant, c'est pas encore le cas, mais notamment dans le solaire, on arrive à avoir des choses de plus en plus
des couches minces qui dépendent de moins en moins de certaines formes de silicium très polluantes. Donc il faut arriver à remettre la barre encore plus haut. Aujourd'hui, on essaye de trouver des solutions qui soient peu coûteuses, ce qui est très bien parce que c'est une des façons de tuer les énergies fossiles, c'est d'être moins cher qu'elles, et on commence à le voir dans le solaire, et on le verra peut-être bientôt dans l'éolien. Mais après, il faudra remettre cette couche de design durable au cœur du design pour arriver à avoir des choses qui se recyclent. Donc l'idéal serait d'avoir des panneaux solaires qui fassent exactement la même chose que la photosynthèse et qui puissent se recycler, biodégradables. Et là, on est encore loin de ça, mais il faut garder ça comme un rêve. Après, il y a d'autres sources d'énergie qui pourraient être une solution. Donc la fusion nucléaire pourrait être une solution parce que elle utilise des atomes qui sont qui sont extrêmement abondants puisqu'on utilise des atomes légers. La vapeur d'eau. Voilà. Et voilà. Sauf que aujourd'hui, c'est pas encore au point, mais tous les jours, il y a des annonces autour de la fusion nucléaire. Récemment, là, il y a quelques jours, le MIT qui sortait une nouvelle étude sur un nouveau type de générateur à fusion qui pourrait être, selon eux, en ligne dans 15 ans. Il faut regarder ça de près. On a ITER, il y a d'autres projets aux États-Unis, là, chez Sandia National Laboratory, sur d'autres types de façons de générer des centrales de fusion, mais la fusion peut être une solution. Mais là encore, attention, parce que si on a une source d'énergie inépuisable pas chère qui est à disposition, elle peut être mise dans de mauvaises mains, donc pour bâtir des armes atroces, et aussi pour continuer à extraire, creuser, raser, détruire. C'est pour ça que il y aura pas de transition sans épanouissement humain. La transformation sociétale est importante, mais la transformation personnelle aussi, quoi. Je veux en venir là-dessus, justement. On va un peu sortir du sujet du diagnostic, qui est finalement assez clair. Enfin, pour résumer, on vit sur une planète finie, on commence à atteindre les limites de son exploitation et on va devoir trouver des solutions. Mais tout le monde n'en est pas conscient de ça. On en parlera peut-être plus tard. C'est J'en ai bien conscience. Ouais. C'est aussi pour ça que je fais ce podcast. Et donc, je voudrais qu'on aborde ta réflexion sur la transition qui est nécessaire selon toi. Donc, tu as notamment écrit un roman fleuve en 2 tomes qui s'appelle Le siècle bleu, dont tu as brièvement parlé, qui est en fait, selon moi, enfin tel que je l'ai compris, un concentré de toute ta réflexion et que tu as mis, je crois, autour de 10-11 ans à écrire, c'est ça? Ouais, c'est ça à peu près. Alors d'abord, pourquoi tu t'es lancé dans l'écriture de ce livre, ce que je trouve être un beau défi pour un scientifique comme toi qui a pas de formation littéraire. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça? Alors 2 choses. La première, c'est que pour moi, les choses qui m'ont le plus fait rêver, le plus fait changer, sont des romans, quoi, et des romans que j'ai lus jusqu'au bout de la nuit. Et puis j'aime beaucoup les romans qui allient, on va dire, une intrigue haletante avec de l'information. Donc je trouve que c'est un vecteur qui est intéressant si on veut faire comprendre des choses aux gens, et surtout, à la différence de l'essai, le roman c'est la vie, quoi, ou en tout cas c'est une simulation de la vie, et c'est d'ailleurs un des paris du roman ou des fondements du roman, c'est d'être vraisemblable. Et je trouvais que expliquer dans un essai comment une transition pourrait se dérouler, c'est pas forcément convaincant, alors que si on le fait dans un livre qui est vraisemblable et qu'on raconte comment cette transition peut s'opérer, moi ça me permettait de me convaincre. Donc à titre personnel, c'était pour me permettre de me convaincre que tout ça, si ça s'imbriquait, c'est-à-dire toutes ces solutions, un changement d'état d'esprit à l'échelle de la planète est possible. Et c'était aussi dans le but de convaincre les lecteurs, de se dire, il n'y a pas que des futurs dystopiques qu'on peut dépeindre dans des romans. Un roman peut être aussi la grande aventure des solutions. Alors, une fois que j'avais dit ça, l'autre chose qui était importante, c'était de pas bâtir une utopie, on va dire, simpliste, mais c'était de plonger les personnages dans les affres de la transition, c'est-à-dire que dès qu'on touche au système, le système vous le rend, quoi. Et puis dès que vous touchez vraiment au cœur du système, c'est-à-dire ces aspects financiers, les aspects liés au pouvoir, il vous le rend d'une façon qui peut aller jusqu'à la mise à mort. Et donc les héros du roman se retrouvent malgré eux, ennemi public numéro 1, au cœur d'une traque planétaire. Et c'est ce qui arriverait de toute façon si des gens s'attelaient réellement à la transition. Et il faut pas minimiser ça, parce que aujourd'hui, être acteur, c'est une forme de courage par rapport à changer un statu quo. Et quand ça marche, il faut pouvoir assumer. Et donc, donc j'ai mis en scène des héros qui ont les valeurs nécessaires pour réaliser cette transition. Donc,
le courage, la ténacité, les rêves, et puis une certaine ouverture au hasard qui est nécessaire. Et le roman permet de mettre tout ça en vie. Et donc pour moi, c'était évident que la transition est tellement complexe et tellement pluridisciplinaire que ça aurait été un énorme fouillis dans un essai. Et dans un roman, ça reste une proposition. C'est cette idée aussi que, comme tu l'as dit, que le roman permet peut-être de toucher un peu plus profondément les gens. Donc là, tu abordes plein de sujets, on va y revenir dans le roman, mais en gros, ce que tu dis, c'est que tu t'es convaincu que le récit peut changer les mentalités, peut changer le monde, et c'est aussi une partie de ton travail. Avant d'aller là-dedans, quel est le problème selon toi avec notre récit actuel ? Le vrai problème du récit actuel, c'est qu'il n'y en a pas vraiment, quoi. Genre, on a une crise narrative totale, c'est-à-dire que notre récit, c'est essentiellement un récit d'après-guerre, hein, qui était un récit de reconstruction, et à l'époque où il y avait plus rien, donc on a commencé à tout reconstruire. C'est là où on a bâti les machines, produit en série, et puis les gens se remettaient d'un grand trauma qui était cette deuxième guerre mondiale ou ces guerres mondiales. Donc ce récit, il est uniquement basé sur la consommation, et c'est un récit qui est vide de sens, qui reconnecte à rien, qui va nulle part. Et en fait, plus personne s'occupe plus personne. Beaucoup de gens s'efforcent de faire advenir d'autres futurs, mais raconter à l'échelle de l'humanité, à l'échelle d'un pays, à l'échelle d'un village, qu'est-ce que pourrait être une transition et quelles sont les valeurs que ça implique, il y a peu de gens qui le font, en tout cas certainement pas dans le roman. Donc le vrai problème du récit aujourd'hui, c'est qu'il y a une crise narrative sur des utopies concrètes, quoi. Pareil, je pense qu'on va avoir le temps de revenir un peu sur du coup le récit qu'on peut proposer. Il y a deux choses en particulier, moi, que j'ai trouvé intéressantes dans le siècle bleu. Enfin, parmi d'autres, hein, mais je commence par la première, qui est liée à l'analyse que tu fais des causes profondes de nos difficultés, puisque tu as pas mal creusé, nos difficultés à prendre conscience des problèmes et à les résoudre. Donc en l'occurrence la finance, mais plus particulièrement la finance un peu de l'ombre, qui était quelque chose que je connaissais pas du tout et qui m'a un peu troublé dans ce roman. Est-ce que tu pourrais un peu développer sur cette idée, ce que tu as appris Ouais, alors ça aussi c'est lié à un parcours personnel. Moi j'ai grandi à Nice dans le sud de la France, donc c'est une ville très belle et où il fait bon vivre, mais c'est aussi une ville où il y a beaucoup de mixité et il y a une grosse proximité avec l'Italie et il y avait beaucoup de problèmes de mafia, quoi, dans cette ville. Donc avec des guerres de casinos, des problématiques de trafic en tout genre. Et en fait, petit, j'ai toujours été très intéressé par ces histoires dans les faits divers de ma ville, et je me suis toujours intéressé à comment fonctionnait un peu l'envers criminel de la société. Puis je voyais des ponts entre on va dire l'économie légale, l'économie illégale, et ces truands, parfois ils étaient sympathiques, et puis ils avaient pignon sur rue, mais derrière ils avaient une activité que certains connaissaient, d'autres pas, et donc il y avait ces espèces d'hommes pivots dans ma ville qui étaient, je trouvais, des personnages romanesques intéressants. Et puis les années passant, j'ai lu beaucoup de choses sur les mafias, sur le blanchiment, sur le fonctionnement de ces systèmes. Et puis j'y ai été confronté dans mon travail sur des enquêtes sur les fraudes à la TVA dans l'électricité et le gaz. Et là, j'ai vraiment été confronté à un inframonde énorme avec une capacité de nuisance monstrueuse qui prend tous les codes du monde, on va dire, du monde économique classique, et qui est là uniquement pour voler de l'argent dans les caisses de l'État. Et ça m'a vraiment frappé de voir à quel point c'était puissant, complètement absent de toutes les formes d'enseignement qu'on peut avoir dans les écoles de commerce, d'ingénieurs, etc. Et de voir à quel point les pouvoirs publics sont complètement, sans aucune préparation vis-à-vis de ce truc-là. Donc le phénomène mafieux ou corruption, c'est quelque chose qui est un impensé de la société, parce que c'est enseigné nulle part, et pour eux c'est quelque chose qui n'existe que dans les romans ou dans les films, mais la réalité est bien pire. Et du coup pour le roman t'as pu sourcer un peu ça, il y a notamment une banque qui est au centre. Donc pour le roman j'ai mis au cœur une banque, parce que les banques, le système bancaire est nécessaire pour le blanchiment. Une banque que j'imaginais que s'appelait Sunset, mais qui fournit des services à un certain nombre d'États pour leurs opérations clandestines d'espionnage, mais aussi pour un certain nombre de mafias pour recycler leur argent. Et j'ai créé une espèce de bad bank ultime basée dans les îles Vierges britanniques, que les héros doivent
on va dire cambriolés pour trouver un secret d'État qui leur permettra justement d'échapper à la mort. Donc il y a vraiment un enjeu de se pénétrer dans cette banque, et en pénétrant dans cette banque, j'essaye de faire découvrir au lecteur l'ampleur de cet inframonde. Et cet inframonde, il existe, et le jour où on le voit, c'est qu'il est trop tard en général, quoi. Et on est vraiment dans ce que j'expliquais au départ avec le Petit Prince, c'est-à-dire que c'est un baobab. Si on regarde pas et qu'on n'existe pas de faculté de discernement, on peut être on va dire encouragé à ne rien faire, à laisser aller en se disant bon, de toute façon ça nuit à personne. En fait, ça corrompt tout, et en général le phénomène mafieux est consubstantiel de la corruption, et vous arrivez, si vous faites rien, à des situations comme vous avez en Italie ou au Mexique aujourd'hui, où en fait c'est quasiment insoluble. C'est-à-dire que le phénomène mafieux est devenu tellement grand et tellement riche que aucun politique ne pourra prendre une position s'il n'est pas adoubé par la mafia, et s'il y arrivait, sa capacité de résistance à la corruption est minime, et si jamais il s'y oppose, il mourra. Et c'est ce qu'on voit vraiment au Mexique aujourd'hui, et c'est ce qu'on voit dans tout un tas d'États gris qu'on appelle, qui sont devenus des États de non-droit, où la mafia a pris le pouvoir sur l'économie légale, quoi. Et ça, il y a plus de transition possible dans ce cas-là. C'est-à-dire que puisque les mafias ne raisonnent que à très court terme, encore plus court terme que le système financier, c'est vraiment une question de survie. Il y a que le court terme qui compte, et les gains de court terme. Si on s'attaque pas à ce problème-là, il y en a beaucoup d'autres auxquels il faut s'attaquer, il n'y aura pas de transition possible. Et si jamais la transition se fait, ils feront tout pour la dérouter et en tirer parti. Et c'est très bien illustré dans le roman, puisqu'en fait c'est les deux piliers de la transition. D'un côté, s'attaquer au système ou à tout ce qui pourrait faire que, quoi qu'on fasse, ça ne bouge pas. Et de l'autre, il y a ce qui est évoqué, qui est du domaine du récit, de l'imaginaire. Et c'est l'autre chose, moi, qui m'a marqué, qui est importante justement dans ta réflexion, qui est cette idée reprise dans le roman que des symboles, des nouveaux imaginaires peuvent changer les consciences et pousser les gens à passer à l'action. Dans le roman, il s'agit en particulier d'une image qui est la Terre vue de l'espace, qu'on appelle overview effect, si je comprends bien. Donc pourquoi cet overview effect est si important pour toi? Et est-ce que t'as beaucoup travaillé autour de ça? Est-ce que tu peux nous raconter justement un peu d'où ça vient et ce que tu fais autour de ça? J'ai toujours, j'essaie de toujours rester curieux vis-à-vis de choses qui sont vraiment aux franges on va dire, de la connaissance, et qui pourraient, si c'était mis au cœur du débat démocratique ou de l'organisation de santé, changer les choses. Et j'étais tombé il y a une vingtaine d'années sur un livre écrit par des astronautes, qui en fait reprend des clichés des astronautes pris depuis l'espace, un peu comme les photos de Thomas Pesquet, mais aussi des citations d'astronautes. Et j'avais été complètement saisi par la poésie de ces photos, mais surtout des textes qui les accompagnaient. Et les astronautes qui avaient écrit ces textes semblaient avoir été touchés par la grâce. Et j'avais enquêté pour savoir comment des astronautes, qui sont souvent des scientifiques ou des militaires, pouvaient être devenus des poètes. Et en discutant avec eux, et puis en trouvant notamment un ouvrage là qui s'appelait The Overview Effect, d'un dénommé Frank Wright, qui est devenu un ami là depuis. Frank Wright, qui était un chercheur à Harvard, a interviewé des astronautes pour comprendre justement cette transformation poétique, et il s'est aperçu que les astronautes avaient vécu une expérience très particulière par la combinaison de plusieurs facteurs. Quand ils étaient en orbite, ils étaient exposés à l'apesanteur, ça met dans un état cotonneux qui est agréable. Ils étaient exposés au silence, ils étaient exposés à la peur, parce que on le voit bien dans Gravity, l'environnement spatial est extrêmement précaire et dangereux, et ils étaient surtout exposés à la beauté grand large de la Terre, quoi. Et les astronautes, la plupart, passent leur temps libre à buller devant les hublots, à regarder la Terre en bas, et c'est comme un kaléidoscope, puisqu'elle a une trajectoire un peu spéciale, la station spatiale internationale. On voit jamais les mêmes pays, parce qu'elle a une trajectoire bizarre. Et ils sont fascinés par la beauté de la Terre, et combiné avec les trois effets, la beauté avec ces sentiments, leur a inscrit au fond d'eux-mêmes que la Terre était un tout, qu'on en faisait partie, qu'elle était fragile, parce qu'ils voient derrière le cosmos
et la beauté de la Terre qui est en contraste complet avec ce cosmos. Ils voient la chance que l'on a de vivre sur cette Terre et de voir la Terre depuis l'espace. Ça les a complètement transformés, souvent de façon assez indicible, hein. Ils ont mis du temps à pouvoir s'exprimer là-dessus, et d'ailleurs peu de gens les interviewent sur ce ressenti. Mais c'est quelque chose qui les a transformés. Et ils ont développé cet attachement à la Terre. Et pour moi, cet attachement à la Terre, c'est ce qui nous manque à tous aujourd'hui. Parce que dans nos gestes du quotidien, on reste des hommes préhistoriques. Donc on ne conçoit pas que quand on jette notre poubelle, ça puisse avoir un impact. Si, parce qu'on est 7 milliards à faire le même geste en même temps. Et ça peut être vraiment très problématique. Et on n'a pas cet effet de feedback qui nous dit, en fait, le système dans lequel on vit est petit. On a toujours l'impression de vivre dans un système infini, et la poubelle en est le meilleur exemple où on ne se préoccupe pas de ce qui se passe après. Et le fait d'avoir cette vision de la Terre permet de nous reconnecter à un tout plus grand qui est quand même petit. Et ça peut quand même changer dans nos cerveau, certains processus cognitifs qui nous disent fais attention, tu vis dans un petit monde. Et moi, cette notion de petit monde, c'est un truc que j'ai depuis 20 ans en tête. Je me dis c'est certainement la clé d'arriver à faire comprendre à tous que on vit dans un petit monde. Et comme ces astronautes sont peu interviewés, ou que cet overview effect est peu connu, j'avais mis ça au cœur du roman avec un personnage qui vit cette transformation de l'overview effect et qui la communique à la Terre entière, et via le destin de cet astronaute, les gens vivent aussi leur overview effect et cette transformation. Donc dans le roman, c'est assez central puisque ça déclenche une compréhension de masse et du coup un changement des comportements de masse. Et tu as travaillé aussi à côté de ça, à côté de ton roman, à mettre en avant ces images. D'abord, de quand date la première image de prise de la Terre? C'est la dernière mission Apollo? La première image de la Terre, en fait, prise depuis l'espace, c'était en 1968. Donc, on va fêter les 50 ans de cette image cette année. Une image qui s'appelait Earthrise, qui avait été prise par Apollo 8, qui était une mission robotisée, mais qui avait fait le tour de la Lune. Et quand elle a passé derrière la Lune pour revenir vers la Terre, tac, elle a pris une photo de la Terre. Donc c'est cette photo où vous voyez un petit clair de Terre au-dessus de la Lune, mais la Terre est pas complète. Elle a eu un effet à cette époque, c'était énorme, parce qu'elle était tombée un 25 décembre, donc elle a été tombée le jour de Noël, et donc et puis le fait de voir une Terre morte comme la Lune avec la Terre bleutée derrière, c'est une image qui avait énormément d'impact. Qui flotte toute seule au milieu de l'espace comme un vaisseau aussi. Mais la photo qui a eu le plus d'impact, c'est une photo qui a été prise le 7 décembre 1972 par les astronautes d'Apollo 17. Donc c'était la dernière mission Apollo. Et c'était la seule où, quand ils sont partis, ou même quand ils sont revenus, la Terre était toute éclairée. Alors, il y a toujours une partie qui était dans l'ombre. Donc la Terre avait toujours cette forme de croissant. Et là, il y a un astronaute qui a eu l'idée de prendre plusieurs clichés. Et ces clichés, c'est la première fois où on voyait cette boule de Noël magnifique dans lequel on a la chance de vivre, et cette photo, de la voir sphérique aussi belle, ça a déclenché un énorme enthousiasme. C'est ça qui a permis de mettre des mots sur de l'écologie globale. L'écologie locale existait, l'écologie de la pollution, on va dire, donc et des écosystèmes. Mais à l'époque, on voyait déjà venir des problèmes à l'échelle globale, qu'il faudrait résoudre en changeant tous. Donc les premières conférences de l'ONU sur l'homme et la nature, qui sont après devenues les sommets de la Terre, elles ont été démarrées en 1972. Le rapport Meadows, la création de l'EPA, que Trump a bien dégommé ces derniers temps, la création de Greenpeace, la création des Amis de la Terre, tout ça date de cette époque, et beaucoup de ces organisations avaient comme emblème cette photo de la Terre, qui est d'ailleurs devenue la photo la plus reproduite de l'histoire de l'humanité, parce que comme c'était la première photo de la Terre complète, mais aussi la dernière, parce que c'était la dernière mission Apollo, en fait, à chaque fois que vous aviez besoin d'une photo de la Terre dans une pub, dans un manuel scolaire ou pour illustrer quoi que ce soit, c'était toujours la même photo qui était utilisée. Donc cette photo, elle s'appelle Blue Marble. Donc ce que je disais dans ton roman, tu as beaucoup travaillé autour de ça, puisque dans le roman, ça permet d'amorcer cette transition. Dans la vraie vie, c'est quelque chose auquel tu crois vraiment? On va dire au départ c'est une intuition, puisque aujourd'hui il y a que 500 personnes qui ont vu la Terre depuis l'espace, et sur ces 500 il y a la moitié qui ont changé. Et puis on n'a pas besoin de changer tout le monde, on le sait bien. Si on veut changer l'état d'esprit, il suffit de changer une petite partie de la Terre et qu'elle soit motivée pour que tout le reste change. Donc c'était plus une intuition en me disant, si la moitié des gens qui ont été exposés à ça vivent une transformation, comment on peut la généraliser, quoi. Donc
Bon, au début, je me posais des questions en disant, tiens, peut-être qu'avec la réalité virtuelle, on pourrait émuler ce que les gens vivent. Mais c'est des questions que je me posais il y a 20 ans. Et la réalité virtuelle, c'était absolument pas une technique grand public. À l'époque, je faisais de la recherche en maths et en informatique pour le ministère de l'énergie américain. On avait un laboratoire où il y avait vraiment des appareils de réalité virtuelle extrêmement sophistiqués, mais il fallait des supercalculateurs pour les faire fonctionner, donc c'était pas grand public. Maintenant, ça devient grand public, donc il y a des tentatives d'ailleurs autour de ça pour essayer de faire vivre l'overview effect avec ça. Mais moi, je voulais quelque chose de plus simple parce que le matériel de réalité virtuelle, ça rajoute une couche extrêmement technologique et digitale entre nous et la Terre, et je cherchais quelque chose de plus simple pour le communiquer aux gens. Et en fait, il y avait une autre personne qui s'est posé les mêmes questions, c'est Al Gore. En 1998, il avait eu l'idée de montrer non pas Blue Marble, mais une version actualisée constamment de Blue Marble, en envoyant un satellite sur un point qui s'appelle le point de Lagrange L1, qui est situé à 1 500 000 km de la Terre, entre la Terre et le Soleil, et c'est le seul point où les forces de gravitation des deux astres s'équilibrent, et on voit la Terre tout illuminée. Et l'intuition d'Al Gore, c'était de se dire, voilà, si j'ai en continu sur Internet le film de la Terre qui tourne, on verrait un peu le portrait de Gaïa du jour, et on pourrait la voir sourire, on pourrait la voir souffrir, et on aurait tous envie de la voir souffrir, et ce truc-là pourrait être sur tous les fonds d'écran des gens. Et à l'époque, Internet venait de naître, c'était en 98. Ils se disaient, avec ça, on va unir les gens autour du défi du réchauffement climatique, et c'était juste après la signature du protocole de Kyoto, qui était en décembre 97. Et donc la NASA a bâti cette mission, était sur le point de l'envoyer dans l'espace. Elle devait le faire avant la fin du deuxième millénaire, c'est-à-dire avant la fin de l'année 2000. Et entre-temps, Al Gore s'est présenté à l'élection présidentielle. Il a perdu cette élection dans les circonstances que l'on connaît, avec ses votes un peu obscurs en Floride contre Bush. Donc il a mis des semaines à admettre sa défaite. Et Bush, pour lui faire payer un peu sa résistance, a annulé cette mission au début des années 2000. Donc, moi, c'est une des raisons qui m'a poussé à écrire ce roman, c'est que j'étais persuadé à l'époque que cette mission pouvait changer le monde. En tout cas, c'est l'intuition que j'avais. Et comme elle n'existait plus, ce cynisme m'avait vraiment profondément touché, et donc je m'étais mis à écrire pour imaginer ce que des images de ce type pourraient changer. Et en fait, parfois écrire, je sais pas si ça influe sur la réalité, mais en tout cas c'est pour ça que moi je suis persuadé qu'il faut davantage de fiction qui pense des futurs positifs, parce que ça ouvre des voies dans une espèce de champ morphogénétique des inventions. Et en 2013, j'ai appris complètement par hasard que cette mission allait partir, mais personne n'était au courant, puisque cette caméra était embarquée dans une autre mission qui était envoyée au point de Lagrange L1 pour filmer le Soleil. Donc ça a été fait à l'insu des Républicains qui avaient repris le Congrès déjà à l'époque. Donc c'est Al Gore qui a négocié ça avec Obama. Il en parle d'ailleurs dans son dernier film. Et en 2015, cette mission est partie, mais elle est arrivée au point de Lagrange L1. Et il y a eu aucune réaction en fait à ces images. Donc ce que j'avais imaginé ne se produisait pas, et ça m'a beaucoup tracassé. Et j'ai fait un appel à mes lecteurs pour voir qui pourrait m'aider à faire quelque chose de ces images, parce que j'avais toujours l'intuition que ça ferait quelque chose. Et avec un ami, on a entrepris de voir ce qu'on pouvait faire avec ces quelques clichés par jour envoyés par la NASA. Et en fait, en les mettant bout à bout, en les interpolant, on a réussi à reconstituer la vidéo manquante de la Terre. Donc, on a créé un projet qui s'appelle Blue Turn, qui a même étonné la NASA, parce que je pensais pas qu'avec ces quelques photos, on puisse faire une vidéo vraiment très belle de la Terre qui tourne. En fait, moi, quand j'ai vu cette vidéo pour la première fois, j'ai un sentiment d'émerveillement très fort, mais d'un autre côté, comme j'étais très préconditionné par ça, j'avais besoin de vérifier ça auprès d'autres. Et puis j'ai commencé à la montrer à différentes personnes, et la première fois où je l'ai montré en public, on va dire à une trentaine de personnes sur un écran de taille modeste, tout le monde a pleuré. Donc ça m'a quand même interloqué en me disant tiens, peut-être que effectivement ces images révèle quelque chose qu'on avait au fond de nous. Et c'est vrai qu'on n'a jamais vu la Terre tourner, puisqu'on est assis dessus. Donc la seule moyen de voir la Terre tourner, c'est d'être dans ce point de Lagrange L1. Il y avait personne qui l'avait. Et en fait, ces images sont, quand on les voit, d'une énorme évidence, et elles nous remettent exactement à notre place, c'est-à-dire celui d'une créature qui doit être humble dans son comportement sur la Terre. Et donc on a structuré un projet qui s'appelle depuis Blue Turn, BLUETURN.earth. Je mettrai le lien sur le
sur le site du podcast. Voilà. Et ce projet Blue Turn a pour vocation de disséminer au plus grand nombre ces images ou ces vidéos développées à partir des images de la NASA. Et donc vous pouvez voir les images de la Terre en quasi temps réel. Donc il y a une appli que vous pouvez télécharger qui est gratuite pour Android, pour iOS. Donc vous pouvez le mettre sur un téléphone, sur un iPad, sur un ordi, sur une télé numérique ou sur des très grands écrans. On l'a projeté. Voilà, la première projection qu'on a fait de ces images, c'était au Grand Rex et elles sont de très haute définition et à chaque fois qu'on a montré ces images, on a vu une réaction de la population absolument saisissante, c'est-à-dire que voilà, il y a une grosse partie des gens qui pleurent et des gens que ça marque très longtemps. Donc là, on essaye de les partager avec le plus grand nombre dans un maximum d'expérience auprès des politiques, auprès des communautés de méditation. Ouais. Ok, je voudrais qu'on écoute un extrait de discours qui pour toi, je crois, a eu beaucoup d'importance, qui est le discours d'Albert Camus en 1957 lorsqu'il reçoit le prix Nobel de littérature en Suède. Chaque génération, sans doute, se croit vouée à refaire le monde. La mienne sait pourtant qu'elle ne le refera pas. Mais sa tâche est peut-être plus grande. Elle consiste à empêcher que le monde se défasse. Héritière d'une histoire corrompue, où se mêlent les révolutions déchues, les techniques devenues folles, les dieux morts et les idéologies exténuées, où de médiocres pouvoirs peuvent aujourd'hui tout détruire mais ne savent plus convaincre, où l'intelligence s'est abaissée jusqu'à se faire la servante de la haine et de l'oppression, cette génération a dû en elle-même et autour d'elle restaurer, à partir de ses seules négations, un peu de ce qui fait la dignité de vivre et de mourir. Devant un monde menacé de désintégration, elle sait qu'elle devrait, dans une sorte de course folle contre la montre, restaurer entre les nations une paix qui ne soit pas celle de la servitude, réconcilier à nouveau travail et culture, et refaire avec tous les hommes une arche d'alliance. Il n'est pas sûr qu'elle puisse jamais accomplir cette tâche immense, mais il est sûr que partout dans le monde, elle tient déjà son double pari de vérité et de liberté et, à l'occasion, sait mourir sans haine pour lui. C'est elle qui mérite d'être saluée et encouragée partout où elle se trouve et surtout là où elle se sacrifie. Et c'est sur elle, en tout cas, que certains de votre accord profond, je voudrais reporter l'honneur que vous venez de me faire. Alors pourquoi ça touche? Qu'est-ce que ça t'évoque? Alors ça me touche au point que cette phrase clé de ce discours, enfin qui est pour moi la phrase où il dit notre génération ne changera pas le monde, mais son rôle c'est d'éviter qu'il se délie, enfin de sauver les liens. Pour moi, ça résumait toute cette fragilité que je ressentais depuis l'enfance, c'est-à-dire que le plus important c'est les liens, quoi. Et le fait que les liens se défassent, bah c'est là où on bascule dans le chaos, c'est là où on bascule dans le monde gouverné par les mafias. Et donc créer des liens, c'est vraiment pour moi le cœur des choses, et c'est là où on peut régénérer. Et c'est des choses qu'on voit par exemple dans la permaculture, où on arrive en recréant des liens en différentes parties d'écosystèmes, à reconstituer en fait des écosystèmes complètement détruits. Et je pense que notre génération a un rôle de sauvegarder ces liens et d'en créer des nouveaux. Et cette phrase de Camus, elle avait été prononcée il y a 60 ans, donc presque 2 générations avant. Elle est encore aussi importante aujourd'hui. Bon, la chose qu'on peut dire, c'est que le monde s'est pas encore effondré. Il va mieux sur certains aspects, il va plus mal sur d'autres. Donc il est encore temps de changer les choses, mais de mettre au cœur du projet de notre génération, de créer des liens, c'est-à-dire de créer une économie régénératrice, ça c'est vraiment quelque chose qui m'enthousiasmait et qui peut être enthousiasmant pour une grande partie de la population. Du coup, dans ce discours, il y a pas mal de notions, mais il y a les notions de résistance, de combat, qui sont incarnées quelque part par cette génération, ou enfin au moins par une partie de cette génération. À l'époque, il avait fallu se mobiliser pour relever des défis qui étaient assez immédiats et très visibles et concrets. Donc la guerre, le nazisme, le communisme, la menace nucléaire un peu plus tard et puis la reconstruction. Le problème aujourd'hui, enfin est-ce qu'il n'y a pas un problème lié au fait que les dangers
et les défis de notre génération pour lesquels il faudrait se mobiliser, comme l'a fait la génération précédente, en fait, ces problèmes sont trop abstraits, trop lointains dans le temps ou dans l'espace, ou trop complexes à appréhender. Et du coup, comment on se mobilise pour quelque chose qu'on ne voit pas? Comment on crée l'urgence? C'est aussi ta réflexion? Ouais, c'est vraiment une question qui est fondamentale, parce que si on n'arrive pas à mettre, on va dire, un visage sur l'ennemi, c'est très compliqué de mobiliser les gens, quoi. Et dans les schémas mentaux des populations, il y a toujours besoin de cette notion d'ennemi pour mobiliser. Donc pour la guerre ou pour d'autres choses, c'est simple, mais je crois qu'on commence à mettre des noms sur les ennemis du système. Donc voilà, il y a des personnes qui incarnent en elles, voilà, comme le président Trump ou d'autres, tout ce qu'il y a de mal. Et donc on commence à identifier la partie du genre humain qui est problématique. Mais c'est pas suffisant, parce que je pense tous les gens qui sont mauvais ont aussi une grande partie d'eux-mêmes qui est très bonne, et je pense que de stigmatiser une partie de la population, c'est pas la bonne façon de faire, et de vouloir détruire le système, c'est pas la meilleure façon si on veut en construire un autre. Donc je pense que ce qu'il faut aujourd'hui, c'est arriver à non pas focaliser les énergies sur la destruction du système, mais c'est sur la création d'un autre système qui rende l'autre complètement obsolète, et que l'autre système soit tellement, on va dire, harmonieux, bienveillant, qui apporte le bonheur, et sans aucun indicateur économique, qui rende l'autre système différent. Donc comme on peut pas mettre de visage ou de nom sur ces choses-là, il faut complètement changer le focus de la résistance. Alors, pour moi, il y a plusieurs lignes. Il y a vraiment une ligne qui doit dénoncer, qui doit révéler des faits, et donc là, les lanceurs d'alerte, tous les groupes éco-activistes, etc., sont absolument fondamentaux. Donc, le côté pour être en prise de première conscience. ligne, voilà, pour la prise de conscience. Parce que si eux sont pas là, il y a des vérités qui sortent pas, et eux, il faut qu'ils tiennent. Et puis derrière, c'est une seconde ligne qui, elle, doit imaginer des solutions, mais avec une énergie qui est pas celle de la destruction, qui est celle de la création, et l'énergie du rêve, et qui n'est pas animée par l'énergie du cauchemar. Donc, et ces deux lignes doivent se respecter, parce qu'aujourd'hui, on voit que voilà, il y a une ligne d'écologie dure qui respecte pas celle des solutions, il y a celle des solutions qui respecte pas celle d'écologie dure. Il faut des deux, parce qu'il y a et la première ligne, elle sera très importante, parce que le jour où le système réagira, c'est cette première ligne qui sera là, je dirais, à encaisser les coups et à en redonner, et il y aura des coups à prendre. Tout ça sera pas un long fleuve tranquille, cette transition. Dans ton roman, et du coup dans cette réflexion qui a duré une dizaine d'années, tu adresses la prise de conscience essentiellement. Ouais. Alors, si justement cet overview effect, comme c'est le cas dans le roman, ne fonctionne pas à grande échelle, quel serait le bon levier? Est-ce qu'il y a un levier? Est-ce que c'est des leviers? Ouais, il y en a plusieurs. Moi, par exemple, comme je vous le disais, l'overview effect, qu'est-ce qu'il amène? Une reconnexion à quelque chose de plus grand, quoi. Mais cette reconnexion, et puis il y a quelque chose qui est aux limites, qu'il faut nécessairement qu'on prenne en compte dans notre comportement de tous les jours, et qui doit être au cœur du fonctionnement économique, mais aussi de nos comportements. Mais ça, on peut l'atteindre de d'autres façons. Moi, une des choses qui m'intéresse le plus en ce moment, c'est l'engouement et le développement très rapide des techniques de méditation, quoi. Et l'astronaute dans le livre médite, il fait du yoga. Bon, c'est un point que j'avais pas beaucoup développé à l'époque, mais aujourd'hui je me rends compte que c'est le cœur du sujet, c'est-à-dire que chacun se reconnecte à soi-même, qui reprenne le contrôle de son libre arbitre, reprenne le contrôle de son discernement, reprenne un contrôle conscient sur le mauvais présent, reprendre le contrôle de ses choix. Et cette espèce d'empowerment de l'individu par les techniques de méditation est un facilitateur énorme. Et c'est aussi une façon de changer le niveau d'énergie des gens. Et on voit que les gens qui font de la méditation, c'est des gens qui sont apaisés, et qui alors il y a d'autres choses qui apaisent, mais ça apaise vraiment beaucoup. Et ces techniques de méditation laïque, je pense que c'est une des clés du changement à très grande échelle. Donc là, t'es déjà sur la transition. Mais si on revient justement sur le passage à l'échelle, déjà de la réalisation qu'il y a
qu'il y a un problème et qu'il va falloir à un moment donné passer à l'action, parce que j'ai l'impression qu'on n'en est même pas encore. On va parler de transition après, mais on n'est même pas encore à une prise de conscience généralisée. Ça vient petit à petit, mais je crois pas qu'il y a un jour il y aura une prise de conscience généralisée. Il faut commencer à avancer, peu importe. Il faut commencer à avancer. S'il faut attendre que tout le monde soit d'accord à 100% qu'il y a un problème pour agir, on n'y arrivera pas. Donc du coup, ta réflexion aujourd'hui, ça est plus sur la transition. Ma réflexion sur la transition, c'était Margaret Mead qui disait que la seule façon dont le monde s'était changé, c'était quand un petit groupe de gens visionnaires et engagés s'étaient attelés à changer le monde. Et quand on regarde comment le monde a changé sur tous les droits qu'on a acquis, que ça soit l'abolition de la peine de mort, que ça soit les droits de vote accordés aux femmes, le droit à l'avortement, toutes ces innovations sociales ou toutes les innovations technologiques, derrière, il y a toujours un petit groupe d'individus, souvent une seule personne qui a réussi à fédérer autour de lui d'autres individus. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est redonner justement à ces entrepreneurs de la transformation ou ces visionnaires la foi, l'énergie d'aller jusqu'au bout, quoi. Et là-dessus, il y a beaucoup de choses qu'on peut, sur lesquelles on pourrait travailler plus ensemble pour aider les gens qui ont tous ces projets de transformation. Et je crois que le changement viendra de la notion. C'est là-dessus que tu travailles aujourd'hui. Ouais, moi, c'est là-dessus que je travaille aujourd'hui. En tout cas que je réfléchis le plus sur comment est-ce qu'on peut aider justement les gens à passer à l'échelle sur une idée, quoi, parce que il y aura pas une transition, il y aura 1 million de transitions nécessaires pour arriver à une grande transition, et derrière ces 1 million de transitions, il y aura 1 million de gens éveillés, motivés, qui feront quelque chose à l'échelle de leur quartier, certains à l'échelle de leur pays, d'autres à l'échelle de la planète, mais c'est toutes ces actions-là, et chacune de ces actions, en général, est un chemin de croix. C'est-à-dire que dès que vous voulez changer le système, vous prenez des risques à titre personnel, vous travaillez avec d'autres gens qui sont pas forcément les gens avec qui vous auriez aimé travailler. Donc, il y a des choses qui éclatent, il y a des choses qui se passent mal. Et puis, il y a un moment, si ça se passe bien, le système vous le rend. Et puis, souvent, il vous le rend de façon assez dure. Là, j'entendais l'autre fois, j'étais pas au courant de ça, que la famille Badinter qui se battait pour l'abolition de la peine de mort avait eu son appartement qui avait explosé juste avant le vote de ce truc-là. Enfin, je veux dire, les lanceurs d'alerte aujourd'hui qui sont absolument ou les lanceurs protégés. d'alerte qui sont qui sont au chômage, qui sont au chômage, ou pire des gens comme Aaron Swartz aux États-Unis qui sont quasiment condamnés au suicide parce que le système les écrase. Voilà, c'est très dur. Et si tous ces gens-là déjà en entrant dans ce chemin-là, partager, on va dire les leçons, travailler ensemble. J'aime bien la notion de chasser en meute. C'est un ami corse qui utilise cette allégorie. Et le système que l'on combat, même s'il faut pas vivre ça comme un combat, enfin en tout cas le système qui tient le système aujourd'hui, chasse en meute pour maintenir le statu quo, et on est assez désorganisé dans les mouvements de transition. Il y a pas mal d'ego, mais c'est aussi lié au fait qu'il y a beaucoup de gens qui se lancent là-dedans, qui sont des gens qui ont souffert, donc ils ont un niveau d'énergie qui est un peu fluctuant, mais qui sont animés par une vraie volonté de changement, d'autres une vraie volonté d'être rebelles, mais c'est des bonnes énergies, mais du coup c'est des formes d'énergie qui ont du mal à se synchroniser ensemble, et on critique ceux qui ont du succès, on dit Cyril Dion il a fait 2 mains, mais ça fait beaucoup d'entrées, il a pas rendu tout l'argent aux gens. Enfin, j'ai toujours un pas de recul par rapport à tout ça, ça me fait sourire parce que je me dis mais tout ça c'est positif, donc pourquoi les gens vont chercher du négatif alors que les banques entre elles se critiquent jamais les unes les autres, elles savent quel est leur intérêt, et donc nous on devrait savoir quel est notre intérêt. On peut s'entraider, mais se critiquer de façon positive plutôt que négative, et voilà, on va y arriver. Mais c'est vraiment d'accompagner les gens dans ce chemin de croix pour les amener à réaliser leurs rêves. Et la chose sur laquelle je réfléchis le plus justement en ce moment, c'est comment au niveau d'un destin individuel, comment est-ce qu'on arrive à aider les gens à accomplir son rêve. C'est le tome 3 que je voudrais écrire de mes romans sur une espèce de révolution décentralisée lié à
justement lâcher la meute des gens qui transforment et des gens qui utilisent voilà des techniques de méditation et des techniques de développement personnel pour ne rien lâcher quoi. Et là le système, s'il y a une attaque d'un lanceur d'alerte, c'est compliqué, mais s'il y a 1 million d'attaques, c'est beaucoup plus compliqué. Et je pense qu'on pourrait arriver facilement à bâtir une boîte à outils pour que celui qui veut changer le monde se reconnecte aux autres, fasse pas les erreurs qui font échouer quasiment la totalité des choses et amène cette transformation à se produire. Tu continues de réfléchir à l'idée de récit? Oui, bah par exemple là cette idée là que j'évoque, j'ai réfléchi dans le cadre d'un roman, parce que en fait Siècle bleu c'est une révolution en 28 jours qui change l'état d'esprit quoi. Et l'état d'esprit c'est important parce que l'état d'esprit, c'est, on va dire, c'est l'état d'esprit dominant. Aujourd'hui, l'état d'esprit dominant, c'est l'ultra-capitaliste consumériste, quoi. Si on arrive à un autre état d'esprit dominant, bon, l'autre état d'esprit, bah, c'est lui qui doit faire ses preuves. Hein, c'est plus à nous de faire les preuves que le monde qu'on propose est meilleur que les autres. Mais la victoire est pas totale, c'est-à-dire que l'autre va se défendre et puis une fois que l'état d'esprit est changé, faut quand même changer le monde. Donc il faudra ce 1 million de révolutions ou ce 1 milliard de révolutions dont je parle et donc c'est d'essayer de raconter ça, c'est-à-dire que dans un système où l'état d'esprit a changé, où on est dominant dans le sens où voilà, on sent que la majorité de la population est derrière nous, comment on fait ça? Et comment on aide les gens, sachant que l'autre système va vouloir quand même ressurgir, quoi. Mon expérience, c'est que c'est même pas forcément que le système, c'est-à-dire qu'au niveau individuel, c'est pour ça que c'est intéressant ce que tu disais aussi sur les formes de méditation, yoga, etc. Le défi, il est énorme. C'est-à-dire que chacun, même quand on fait le constat qu'il y a des choses à changer, il y a une vraie difficulté à changer son mode de vie, à changer ses priorités, à changer sa définition de ce qu'est une vie réussie, alors qu'on est matraqué justement par certains modèles. Mais il y a des choses même, enfin, beaucoup plus profondes, hein, qui, enfin, le mode de vie, etc. Pour moi, ça découle d'un truc beaucoup plus profond qui est notre connexion à notre futur, quoi. Chacun de nous, on a un destin, et le destin d'un individu n'est pas le destin de l'autre. Ce qui anime un individu n'est pas la même que l'autre, et la cause qu'un individu va vouloir défendre n'est pas la même que celle d'un autre. Donc il faut qu'on arrive à se reconnecter à ce projet personnel extrêmement profond qui peut changer le futur, et c'est là où on prendra énormément de force si on clarifie ses intentions et qu'on fait attention à toutes les choses, tous les signes que nous envoie la vie. Et il y a des techniques aujourd'hui pour vraiment aider les gens à clarifier leurs projets et clarifier leurs forces, et tout le reste en fait en découle, quoi. Et se forcer à changer ses habitudes alimentaires sans s'en changer soi-même et sans se connecter différemment à son futur, ça marche pas, quoi, parce que c'est pas durable. Et donc moi je réfléchis vraiment à ça aujourd'hui dans le cas d'un récit pour que ça soit, je dirais, amusant et en tout cas et persuasif. Mais c'est quelque chose auquel je crois, mais je suis encore en train de travailler pour réunir les éléments du puzzle. D'accord. T'es en position de pouvoir. Qu'est-ce que tu fais? Alors, soit CEO, soit président, soit, pour que ce soit un peu concret, je sais pas si t'as déjà réfléchi à cette question. Tu dois gérer justement avec tous les paramètres d'une réalité. Ouais, c'est compliqué. Est-ce que ça joue là? Est-ce que, j'ai l'impression quand même qu'il y a beaucoup de choses aussi qui jouent là pour justement accélérer le passage à l'échelle? Et évidemment, en fait, aujourd'hui, en fait, ce qui est clair, c'est que le système fonctionne d'une certaine manière. Tous les acteurs du pouvoir fonctionnent d'une certaine manière, puisque c'est le système qui demande de fonctionner d'une certaine manière. Mais tous les acteurs du système sont pas pervertis à un niveau individuel. Et beaucoup de gens là-dedans, même s'ils expriment pas toujours les choses les plus nobles, ont ça au fond d'eux. Et donc, jouer sur on va dire sur les gens qui détiennent déjà aujourd'hui le pouvoir, mais dans sa partie noble, hein, le pouvoir de faire, non pas le pouvoir d'imposer, c'est un énorme levier de transformation. Donc c'est sûr que d'arriver à éveiller ces gens qui contrôlent des grandes organisations, c'est absolument fondamental pour justement être dans une énergie qui soit pas une énergie de la destruction, mais une énergie de la transformation. Mais tant qu'ils sont dans ce système où on leur demande des comptes à court terme, la faculté de changement, elle sera limitée. C'est-à-dire que
tout changer le modèle économique de leur société s'il est extractile, ça sera très difficile. Mais aujourd'hui, on le voit, hein, des entrepreneurs qui sont obligés de sortir complètement du fossile quand on voit Engie, etc. Alors, il y a des raisons stratégiques hein, pour lesquelles ils sortent de tout ça, mais c'est aussi ils essayent de s'inscrire dans un futur qui leur paraît inéluctable. Donc, on voit bien que cette réflexion dans le secteur de l'énergie, mais dans d'autres aussi, est au cœur de la transformation. On le voit dans le monde alimentaire, où voilà, il y a les pires choses au niveau de l'alimentation, c'est quelque chose dont on pourrait discuter aujourd'hui aussi, mais on voit qu'il y a un certain nombre d'entrepreneurs qui essayent de rajouter du bio, qui essayent de rajouter de la traçabilité, qui essayent de rajouter des filières qui soient durables, avec tous les acteurs de la filière, y compris dans des pays lointains qui soient correctement rémunérés via du commerce équitable. Faut faire attention au greenwashing, hein, évidemment, hein, je suis pas naïf, mais il y a quand même des entrepreneurs qui sont des modèles, et souvent ils sont inspirants même pour les autres entrepreneurs, parce que le fait d'avoir des patrons qui sont comme ça, les boîtes ont pas besoin de pub, les gens les connaissent, ça devient les boîtes de référence pour toute une partie de la population, donc c'est des choses qui vont changer, quoi. Donc, Puis il y a une problématique aussi qui est en train d'apparaître, qui est que si les entreprises en fait qui se comportent mal n'arrivent plus à recruter les talents, n'arrivent plus à vendre enfin on en est encore un peu loin, mais on sent qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer à ce niveau-là. Je veux dire, effectivement, la génération qui arrive, alors qu'on appelle millénium ou autre, elle a plus envie d'un certain nombre de valeurs ou de contraintes, et donc ces entreprises qui sont très anciens modèles auront des problèmes à recruter des jeunes qui leur donneront les nouvelles forces. Et puis, on va dire, avec le développement du digital, ces entreprises peuvent se retrouver au milieu de polémiques énormes, et on va dire juste la connexion des gens, les réseaux sociaux, peut faire que des entreprises se retrouvent dans des tourmentes énormes qui les obligent à une certaine forme de transparence. Il y a les journalistes d'un côté, mais voilà, il y a les choses que les gens vont révéler, et donc aujourd'hui le greenwashing suffit plus pour certaines de ces entreprises, donc le fait qu'il y ait cette vigilance collective est une bonne chose. On arrive à la fin, j'ai deux questions que j'ai essayé de poser à peu près à tous les invités. Qu'est-ce qu'il faut raconter aux enfants? En tout cas, moi, ce que je raconte aux miens, c'est que le futur reste à écrire, et que dans ce qui est en gestation aujourd'hui, il y a des choses admirables, quoi. Donc donner l'espoir aux enfants et leur montrer que ces choses qui peuvent changer leur futur en bien sont des choses fragiles. Je pense que si on peut leur inculquer ces notions de fragilité et d'harmonie, c'est quelque chose qui est absolument fondamental. Mais en tout cas, un futur moi j'ai grandi avec l'idée que le futur serait radieux, il faut quand même leur dire ça aussi, mais en leur indiquant les risques qu'il y a aussi dans notre société. Est-ce que tu as 2 livres qui t'ont particulièrement marqué récemment sur ces thèmes-là ou autres? Alors, il y a un livre qui est L'entraide de Gauthier Chapelle et de Pablo Servigne il s'appelle, le sous-titre c'est L'autre loi de la jungle. Et c'est un livre qui met le doigt sur quelque chose d'absolument fondamental. Donc c'est 2 biologistes spécialisés en biomimétisme qui expliquent que on a raconté toute l'histoire du monde via la loi de la sélection naturelle, mais que il y a une autre loi qui est que les gens s'entraident, et que cette force de l'entraide, en fait, c'est une force qui est fabuleuse, et aujourd'hui le système ne valorise pas du tout les gens qui entraident, les infirmières, les profs, gens et les espèces, du coup. Les gens et les espèces, et on sous-estime cette force, et ce livre par des analyses variées, explique tout ça, c'est remarquable. Puis un second livre qui m'aurait touché ces derniers temps. Ou ton livre préféré, hein. Ça n'a pas besoin d'être récent. Dans les livres qui m'ont marqué, il y a un livre qui s'appelle Citadelle de Saint-Exupéry. C'est le livre qu'il avait écrit juste avant de mourir, d'ailleurs, qui était pas achevé et qui a été publié après sa mort, et c'était un essai sur la façon dont on dirige le monde, quoi. Donc c'est le calife d'un espèce de royaume imaginaire qui parle à son peuple sur sa vision du monde, et comment on peut gérer une cité de façon harmonique. Et c'est un livre où chaque ligne nous fait énormément réfléchir. Moi
moi j'ai toujours même pas fini de le lire parce que je veux dire c'est un livre que je dirais jusqu'à la fin de ma vie et chaque chapitre c'est tellement profond et il y a toute l'essence de l'enseignement de Saint-Exupéry. Je pense qu'il l'a écrit à un moment où il sentait peut-être que sa vie allait se terminer et il y a énormément à prendre dans ce livre, donc Citadelle de Saint-Exupéry. Ok, super, merci. Où est-ce qu'on peut suivre tes travaux? C'est sur les réseaux sociaux? Sur les réseaux sociaux, donc il y a un réseau social Blue Turn sur Facebook où vous pouvez suivre les actualités de Siècle Bleu et il devrait y en avoir dans les prochaines mois. Je ne dis rien. Vous pouvez aussi suivre sur Facebook Blue Turn qui est l'autre projet sur lequel j'agis. Super. Merci beaucoup Jean-Pierre. Merci. Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode. N'hésitez pas à découvrir les autres épisodes déjà publiés dans lesquels j'explore d'autres points de vue, d'autres clés de lecture sur les forces à l'œuvre qui feront le monde de demain. Vous pouvez vous abonner à ce podcast sur votre appli préférée pour être sûr de ne rien rater, et je vous invite aussi à laisser un commentaire ou un avis, 5 étoiles si possible, sur Apple Podcasts ou iTunes pour m'aider à rendre ce podcast visible. Vous pouvez retrouver cet épisode sur sismic.fr avec toutes les références citées, ainsi que d'autres liens pour continuer à creuser les sujets évoqués. C'est Sismic, c'est demain et ça bouge. À bientôt.